Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous pour notre troisième édition de 10h30 en voyage. Alors aujourd'hui un petit peu spécial, le 10h30 est un petit peu décalé, vous pouvez vous remarquer ça tout de suite sur vos écrans. On a eu un petit souci de technique, c'est-à-dire le vent nous joue un mauvais tour et du coup pas de 4G, on n'a pas pu émettre notre émission, donc vous la voyez en décalé. Mais c'est pas grave, on la filme dans les conditions du direct et puis voilà, en direct de la gare de Bigny-sur-Ouche. Où avant ça, je voulais faire un petit clin d'œil à une de nos chroniqueuses qui est aujourd'hui absente, qui malheureusement a perdu sa maman cette semaine. Et du coup, toute l'équipe et moi-même, on se lie pour lui présenter toutes nos sincères condoléances et chaleureuses. Et puis voilà, on lui souhaite qu'elle nous rejoigne le plus vite possible. Alors, tout de suite, sur un autre registre, je vais accueillir le maire de ce village de Bigny-sur-Ouche. Je vais demander à Denis Miotte de nous rejoindre ici sur le pont de ce wagon. Bonjour Denis. Bonjour. Ça va? Bonjour à toutes et à tous. Ouais, merci de nous accueillir sur cette belle gare. Et puis alors, quelques mots sur votre commune. Voilà, je vais vous parler un peu de notre commune. Donc déjà, Bigny-sur-Ouche, pour vous situer géographiquement, c'est entre la Haute-Côte-de-Beaune et l'Auxois-Morvan, pour avoir une idée. À 18 km de Beaune et 47 km de Dijon. Et nous sommes au début de la vallée de l'Ouche, qui sillonne la Côte d'Or en passant par Dijon sur 95 km. Alors Bigny-sur-Ouche, c'est 842 habitants, c'est un beau petit bourg, Oui. sur un territoire de 2800 hectares. Alors les habitantes s'appellent les Béliniennes et les habitants les Béliniens. Le centre du village est situé au bord de l'Ouche, comme je vous l'ai dit, et en dessous d'une forêt de 1600 hectares, ce qui fait un ratio de 2 hectares par habitant environ. Il y a de quoi se chauffer au bois. Il y a de quoi se chauffer au bois et de se promener dans nos belles forêts. Voilà, et les champignons. Et les champignons. Il y a beaucoup d'amateurs de champignons. Bien sûr, bien sûr. Alors au XVIIIe siècle, il y avait plusieurs moulins évidemment sur cette rivière et des autres activités, notamment la culture du chanvre, ce qui explique que dans le XVIIIe siècle, on avait 80 tisserands dans la rue de l'église. Et notre église est du XIIIe siècle, elle est patronnée par Saint-Germain d'Auxerre. Aujourd'hui, Bigny-sur-Ouche. Et on mentait pas quand on parlait du vent. On est vraiment en direct. Hein, oui, oui. Voilà, donc aujourd'hui, Bigny-sur-Ouche, c'est 43 artisans, entreprises et commerces, un notaire, un vétérinaire, une banque, une agence postale communale, 2 agriculteurs, une ferme auberge de renommée internationale, un hôtel-restaurant-bar, un café-bar, 3 chambres d'hôtes et gîtes, et plusieurs Airbnb. Alors ça fait un peu liste à l'après-vert, mais je pense qu'il faut parler des atouts de notre commune. Les services sont nombreux. Il y en a une partie qui est assurée par la communauté de communes, donc le centre d'accueil et de loisirs, le relais assistante maternelle, une maison France Service qui vient d'être nouvellement labellisée, une déchetterie, et pour accueillir les enfants, on a 2 écoles. Donc le premier, c'est un collège de 100 élèves à peu près, 100, 102, ça dépend les années. Une école primaire de 150 élèves qui regroupe 15 communes en un CIVOS, avec le service garderie et cantine. Dans cette école, cette année, nous avons eu le bonheur, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, de rouvrir une autre classe, ce qui est bon signe pour nous. Un office de tourisme également, un centre de tri postal, une pharmacie qui est en cours d'agrandissement, une maison de santé avec 16 soignants, dont 3 médecins. Donc cette maison de santé, elle a la particularité d'être la première de Côte d'Or, réalisée par notre communauté de communes, sous la présidence de Gabriel Moulin à l'époque. Une maison de retraite de 52 lits, et toutes ces activités commerciales et services représentent environ 300 emplois. Je vous rappelle que nous sommes 842 habitants. Super ratio. Super ratio. Super ratio. Impressionnant. Et nous avons une particularité dans notre commune, c'est que nous gérons le réseau d'eau depuis 1905, ce qui à l'époque était déjà quelque chose d'exceptionnel. Alors depuis 1905, les habitants de Bligny ont l'eau au robinet de leur maison.
D'accord. Voilà. Les activités de loisirs. Alors, une médiathèque de 380 lecteurs, une école de musique de 75 élèves et de 9 professeurs, un gymnase avec un dojo et une salle multi-activités qui est la propriété de la communauté de communes, ainsi qu'un camping de 60 places. Pour la vie associative, alors elle est très très dynamique à Bligny-sur-Ouche avec 35 associations qui représentent 1500 adhérents. Alors pour vous en citer les principales, l'association du train, les trompes de louche qui commencent à faire des championnats de France, la Saint-Sébastien qui rayonne aussi en France, et l'association des parents d'élèves qui tous les ans nous organise une course randonnée avec 1200 participants. Voilà, j'ai fait à peu près le tour du propriétaire. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais, merci monsieur le maire. Et puis justement sur les associations, on va en croiser quelques-unes. On va en croiser quelques-unes juste après, donc on va pouvoir les mettre en valeur certaines. Voilà. Merci beaucoup Denis. Merci. À tout à l'heure. Alors tout de suite, on va rejoindre Patrick Serre, notre Alain Decaux local, qui va nous parler du PLM. Voilà, ça va être encore un moment très intéressant. Voilà. Chers Patrick, amis, bonjour. c'est à toi. Je suis ce matin avec Jean-François, qui est chef de gare ici à Bligny-sur-Ouche et qui va nous permettre effectivement d'évoquer tous les deux cette ligne ferroviaire d'Épinac à Pont-d'Ouche via Bligny où nous nous trouvons actuellement. Alors c'est une ligne dont l'histoire en fait est tout simplement le résultat de la présence des houillères d'Épinac-les-Mines, puisque Samuel Blum, qui était un industriel émérite, avait décidé en 1828 de permettre à sa production extraite de houille à Épinac de rejoindre soit le canal du Centre, soit le canal de Bourgogne. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ces voies d'eau permettaient ensuite d'irriguer cette production dans les usines métallurgiques et sidérurgiques de la grande région où nous nous trouvons. Sauf que, évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un choix à faire, et le choix a été le choix du canal de Bourgogne pour ne pas faire de concurrence avec les houillères du Creusot. Et c'est ainsi qu'on a créé cette ligne qui est née en 1830, ligne au départ qui est uniquement celle du transport de houille des mines d'Épinac et dont le tracé était au départ d'Épinac-les-Mines, Ivry-en-Montagne, Cussy-la-Colonne, Monceau et Charnant, et après on redescendait sur Bligny-sur-Ouche, Vic-sous-Pré, Écutigny d'abord, Vic-sous-Pré, et enfin Bligny-sur-Ouche, avant de continuer dans la vallée de l'Ouche et d'aboutir au port-canal de Pont-d'Ouche. Alors, au départ, il a fallu des financements, et c'est ça qui était très intéressant, c'est que Samuel Blum et ses fils, qui avaient créé la société Samuel Blum et Fils, donc les compagnies des houillères d'Épinac, ont réussi à trouver un certain nombre de financements intéressants, notamment celui d'un actionnaire suédois, Hagerman, qu'on retrouvera d'ailleurs actionnaire au canal de Bourgogne, et c'est ce qui permettra le début des travaux en 1830, programmé jusqu'en 1833. Malheureusement, au moment où on commence les travaux en 1830, Jean-François, il y a la révolution de 1830. Ça va retarder d'autant, effectivement, ici, les travaux, qui vont se prolonger jusqu'en 1835. Puis, à partir de là, on va avoir une réception courant 1836, avec une ouverture de ligne en 1837. Cette ligne va effectivement, ici, durer en durée d'exploitation pendant près de 40 ans, de 1837 à 1877, en précisant bien à nos spectateurs qu'il s'agit encore une fois uniquement du transport de marchandises lié au transport de la houille extraite à Épinac-les-Mines. Alors pour vous dire à quel point cette ligne Épinac-les-Mines, Bligny-sur-Ouche, Pont-d'Ouche a été tout de suite un succès, eh bien tout simplement c'est le tonnage transporté. On voit en 1837 53 000 tonnes de houille transportées. On en arrive à 76 000 tonnes 10 ans plus tard. Et à la veille de la guerre de 1870, on a pratiquement 180 000 tonnes transportées. Donc ça a été un véritable succès pour Samuel Blum, qui avait une vision qui n'était pas réduite simplement à l'aspect industriel, mais qui avait compris qu'il fallait cette interconnexion avec les canaux, puisque les canaux lui permettaient d'irriguer, comme on l'a dit tout à l'heure, les industries du bassin de l'Aube, de la Seine, du Dijonais et du Grand Est. Alors,
il m'a été rapporté que même à l'époque de l'exploitation de cette ligne uniquement de marchandises, les gens de la vallée pouvaient en fait prendre ce train. Alors c'était pas du tout officiel, c'était une facilité qui leur était donnée. Évidemment, il n'y avait pas de gare voyageurs, il n'y avait pas d'horaire, ça va de soi. Et ce train leur permettait effectivement un transport gratuit d'un point à un autre de la vallée, ce qui était bien commode. Chose intéressante pour l'histoire de cette ligne, avant que je donne la parole à Jean-François, c'est effectivement qu'au départ, c'est de la traction animale. La traction animale avec des chevaux ou avec des bœufs. Et la locomotive vapeur, dont Jean-François est vous allez voir, un spécialiste, un professionnel de la locomotive vapeur, elle apparaît dans les années 1855-1860, avec pour la première fois des locomotives à vapeur qui nous viennent de Belgique, mais également qui nous viennent de France, et qui vont assurer effectivement ce trafic marchandises jusqu'en 1877, date à laquelle l'État rachète en fait aux compagnies des houillères, ici d'Épinac, la ligne, moyennant à l'époque une somme d'un peu plus de 400 000 francs, et va, ça c'est une opération qui va avoir lieu en 1881, et va immédiatement concéder cette ligne, cette fois-ci pour le transport voyageur, à la ligne Paris-Lyon-Méditerranée, la fameuse PLM. Et cette PLM qui va faire des travaux de mise à niveau de la ligne pour accueillir un trafic voyageur, ça va durer à peu près 20 ans. Il y aura même une extension, Jean-François, tu me détromperas si je raconte des bêtises, mais il y aura une extension jusqu'à Velard pour toucher justement le Dijonais. Et finalement, cette ligne PLM qui va accueillir ses premiers voyageurs à partir de 1905 va durer à peu près la même durée que l'exploitation à l'époque de la ligne des houillères, c'est-à-dire pendant 35-40 ans, puisque cette ligne PLM, avec ses voyageurs, elle se termine en 1940. Et c'est là que je te donne la parole. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Comment vous avez fait avec l'association pour redonner vie à cette ligne ferroviaire, au moins sur une partie de son tronçon? Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, la SNCF a circulé et a transporté également des voyageurs et de la marchandise. Mais évidemment, comme ce n'était pas suffisamment rentable, parce qu'à l'époque, tout ce qui était routier, ça allait beaucoup plus vite que le train. Donc la SNCF a jugé que ça allait donc être supprimé. Ils ont vendu les bâtiments et les voies, et puis ils ont déferré, c'est-à-dire enlevé les rails et les traverses, et puis ma foi, voilà. Et en 70, les pionniers du CVO ont décidé de racheter et de remettre en route la ligne. Alors le CVO, pour chemin nos de fer spectateurs, de la vallée de l'Ouche. Voilà, chemin de fer de la vallée de l'Ouche. Voilà, à Bligny-sur-Ouche, et poursuivre donc cette ligne de Bligny à Pont-d'Ouche. D'accord. Donc voilà, nous circulons maintenant avec des locomotives vapeur, dont une qui est classée monument historique et née en 1910 à Couillé, en Belgique. Et nous en avons une deuxième qui est belge également à Liège, qui se nomme la Meuse. Et nous en avons quand même qu'une française, une de Coville, voilà, qui vient de la région parisienne. Merci à Patrick pour sa belle histoire sur le PLM. Et de retour dans un des wagons de ce petit train de Bligny, où je me trouve entouré des deux trésoriers de l'amicale de l'association Donc je vais le quitter. Valdouche. Je suis avec le président étant absent et on l'excuse. Et je suis là avec la caisse de cette association, avec Michel et Alain Martin. Alors Michel, expliquez-nous un petit peu votre association, de quoi elle est composée et qu'est-ce qu'on y fait dans cette belle association. Alors, le Club de l'Amitié du Val-d'Ouche est affilié à Génération Mouvement. Il regroupe 200 adhérents et le but de l'association est d'organiser des actions de solidarité, de loisirs culturels et sportives. Nous proposons des activités gratuites et 2 activités payantes. Alors, les activités gratuites sont la peinture sur soie ou sur tout autre support, le dessin et l'aquarelle, la couture, la chorale, le yoga, la marche nordique, l'aide à l'utilisation des téléphones portables ou des tablettes. Et le 2e et le 4e jeudi de chaque mois, la salle des fêtes est prêtée gracieusement par la mairie et chaque adhérent peut se retrouver là-bas pour discuter ou jouer à des jeux de société.
Les deux activités payantes que nous avons sont le tai chi et la danse en ligne. Moi, j'ai une petite question. Oui. La marche nordique, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la marche nordique, vous marchez avec des bâtons. Oui. C'est Jackie Auvray, le président, qui l'organise. Alors, on a deux types de balades. Une balade pour les, je dirais, les non-initiés ou les gens qui veulent marcher doucement. Ça représente à peu près 5 à 6 km. Et une balade pour les gens qui marchent rapidement, qui font à peu près 14 km chaque jour. Donc, marche nordique, c'est sportif. Alors qui Voilà. Merci beaucoup, Michel. Merci. Ah, oui, alors maintenant je vais passer la parole à Alain Martin, qui lui va nous donner un petit peu le programme des manifestations, des beaux événements qui vont venir qui sont composés par toutes ces nombreuses associations, activités. Oui, effectivement, donc le Club de l'Amitié de Bligny-sur-Rouge propose une dizaine d'animations par année. Et déjà, la première animation va commencer le 5 décembre par un après-midi d'ensemble, le tourbillon d'automne, qui est avec François Guillot comme orchestre. Ensuite, le réveillon. Le 31 décembre, il y a le réveillon aussi, c'est une grande soirée, il y a beaucoup de personnes, il y a près de 200 personnes qui assistent au réveillon, c'est vraiment festif. Avec un bon repas, j'imagine. Un bon repas, bien, c'est bon enfant, franchement, et puis ça va tard dans la nuit, quelquefois on est obligé de mettre les gens dehors parce qu'ils ne veulent plus partir. Ensuite, ça continue en mars, encore un après-midi dansant, c'est les ritournelles de printemps. Et donc, après, en janvier, il y a la galette des rois aussi. Oui, j'ai oublié la galette des rois, oui. Et là, l'après-midi, c'est aussi festif. C'est suivi d'un karaoké géant, quoi. Les gens veulent chanter. On a pas mal de chansons. On a à peu près 400 chansons dans le répertoire qui peuvent se faire. Il y a le Super Loto aussi. L'année dernière, je crois que de mémoire, il y avait plus de 4000 € de l'eau. Donc, c'est pas rien non plus. Là, pour la première fois en 2022, nous allons réorganiser le carnaval. Ça fait plus de 15 ans qu'il n'y avait pas eu de carnaval, qui est organisé par l'association d'animation des Sources de Louche et à l'Auxois. Donc ça va être, je pense que ça va être quelque chose de spectaculaire. Nous déjà, le club de l'amitié, nous avons un char à faire et croyez-moi, il va y avoir du boulot. Ensuite, ça veut dire que vous avez un beau projet. Oui, ça, des projets, on en a beaucoup. Ensuite, comme je fais partie des Cœurs Louches, d'un ensemble musical qui chantons des chansons du répertoire français, nous ferons un concert au mois de mai, Ensuite, il y a une soirée, il y a des soirées de danse en ligne. Comment dirais-je, il y a des personnes qui font des danses en ligne, c'est assez festif, ça bouge bien et il y a pas mal de monde, il y a une quarantaine de personnes qui viennent souvent. D'accord. Il y a le repas champêtre au mois d'août. Cette année, on l'a fait à Anteuil, c'était vraiment festif, un gros barbecue. Il y a eu à peu près 80 personnes. Et voilà, et donc en plus, on organise chaque année un voyage, soit en Ardèche, mais l'année prochaine, c'est en Ardèche. Donc voilà, on a une année bien remplie et je crois qu'on peut se mettre à la tâche dès maintenant pour continuer, quoi. Ah oui, mais je vois, il y a l'envie et la passion, ça se voit tous les deux, et il y a un bon programme. Tout à fait, il y a de quoi s'occuper. On va pas s'ennuyer sur Bligny. Du tout, surtout, voilà. surtout avec le carnaval. Donc n'hésitez pas à rejoindre les associations si quelques personnes ont un petit peu de soucis ou de quoi veulent se distraire et changer d'air et changer de vie. Il y a de quoi faire ici. C'est ça. Merci. Tout à fait. Merci à vous deux pour nous avoir rejoints. Merci. Et puis là, ce que je vais faire, association, on va envoyer un petit film sur le tourisme de Bligny. Voilà.
Voilà, de retour dans un autre wagon. Ça se voit peut-être pas à l'image, mais moi je peux vous dire qu'on a changé de wagon et j'ai changé de compagnie. Je me trouve avec Marie-Odile et Nathalie. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Voilà, alors là, je suis avec de belles personnes pour parler du tourisme sur Bligny-sur-Rouge. Et Marie-Odile, qui de mieux pour nous parler du tourisme que vous, parce que vous êtes un peu la représentante du tourisme sur Bligny. Oui, on va essayer de vous faire connaître que Bligny est un lieu de tourisme surtout axé sur le tourisme vert. On peut y faire plein de randonnées, de VTT. Il y a aussi beaucoup de patrimoine, oui. Des monuments qui sont très, très beaux, ouverts à tous, souvent. Et également, pour accueillir nos visiteurs, nous avons plein de manifestations que l'on fait en cours d'année. Donc, on peut parler des manifestations qui font connaître Bligny assez loin, puisqu'on a le marché des artistes, un marché de Noël qui est le plus important de Côte d'Or. Enfin, un des plus importants, on va peut-être pas citer devant Dijon. Oui, peut-être, oui. Et puis, oui. Et puis des marchés nocturnes qui sont très intéressants. Et également, donc, pour accueillir bien nos touristes, nous avons énormément d'hébergements. Donc là, c'est Nathalie qui va nous parler des hébergements. D'accord. Merci Marie-Odile. Nathalie, alors, quelques mots sur l'hébergement, sur justement tout ce qui peut permettre aux gens qui sont un petit peu éloignés de Bligny de venir ici, partager la vie associative, le marché de Noël. Il y a de la place, il y a des gîtes, voilà, dites-nous tout ça. Donc oui, nous avons la chance à Bligny d'avoir une capacité d'hébergement variée et importante, que ce soit du camping, hôtel, chambre d'hôte, gîte. Et donc, nous avons régulièrement et beaucoup de touristes pendant une période de 6 mois de l'année, avec en effet beaucoup de verdure, beaucoup d'activités à proposer à nos touristes. Ça veut dire printemps-automne ? Essentiellement, oui. Hein. Ouais. La saison, la saison, c'est à peu près une capacité de 50% de l'année. D'accord. Après l'hiver, on a moins d'attrait touristique. Bien sûr. Mais on a la chance d'avoir aussi des hébergeants différents qui viennent de loin, puisque aujourd'hui, par exemple, moi j'ai des Californiens qui sont dans mon gîte. Tiens donc. Oui, qui sont arrivés hier. Donc on travaille avec beaucoup d'étrangers. Depuis cette année, l'année dernière, avec le Covid, on a eu une interruption des étrangers, mais voilà. Ça revient. Ça revient. Depuis cette année, on est content de revoir des Hollandais, des Anglais, des Allemands. Ça vous oblige à parler anglais un petit peu ? Oui. Ça m'oblige à parler anglais et c'est difficile. C'est de plus en plus difficile. Alors on dit toujours que pour s'améliorer, il faut pratiquer. Donc c'est le bon moment, le bon moyen. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Oui. Mais c'est de bonnes expériences et un partage. Un partage avec les étrangers. Donc on voyage, ça fait 22 ans que notre gîte à Bligny est ouvert. On a ouvert avec mon compagnon Jean-Michel il y a 22 ans et depuis on voyage avec nos touristes. Capacité d'accueil ? 5 personnes. Et capacité d'accueil, alors peut-être que vous ne l'avez pas, le chiffre, sur Bligny, je pense une quarantaine, 40-50 personnes. D'accord. Je dirais, sans compter le camping, bien sûr, parce qu'avec le camping, on a bien plus de... 70 emplacements au camping. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ça fait quand même beaucoup de monde sur la commune. Tout à fait. D'accord, très bien. Écoutez, je ne sais pas si vous voulez en rajouter quelque chose, non ? On a fait le tour de la question. Moi, je crois qu'on a parlé de toutes nos manifestations, de ce qui fait venir du monde sur Bligny, du tourisme vert, donc qui est notre point fort et qu'il faut insister sur ce point. Et on est très bien placé aussi au niveau géographique. 3 heures de Paris, Lyon, 3 heures. Pas loin de Beaune. Oui, pas loin de Beaune, pas loin de l'autoroute, évidemment. Donc on est très bien situé. Et donc quand on aime la nature et les vieilles pierres, il faut s'arrêter à Bligny. Voilà, le bon mot de la fin. Et bien maintenant, on passe sur l'activité avec Jean-Marie qui va nous parler de sa rubrique avec talent comme il le fait habituellement parce qu'il rencontre des gens de talent. La colonne principale. Voilà, tu vas nous parler un petit peu du nombre d'élèves. Le maire en a fait un petit peu état tout à l'heure. Oui, alors nous avons 70 inscrits pour cette rentrée à Bligny. Donc je crois que la musique amateur a une large place dans
dans la commune en cette rentrée. Nous Dans la avons, commune, mais aussi aux alentours, non? Bien sûr, bien de... sûr. Oui. Ils viennent, voilà, les élèves viennent de tout le canton et même un petit peu plus loin. Oui, nous avons donc 9 professeurs dont l'équipe pédagogique se renouvelle en partie cette année, puisque nous accueillons notamment un nouveau chef de chœur, Mathieu Tarlet, qui va reconstituer les chorales qui n'existaient plus jusqu'à maintenant, notamment la chorale adulte, qui va répéter les mercredis, et puis la chorale de jeunes, qui accueille des jeunes de plus de 10 ans. Voilà. Tu peux nous parler des instruments qui sont... Oui, alors les instruments qui sont enseignés à l'école sont... donc il y a des vents, la famille des vents, la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, la trompette. Nous avons comme corde le violon qui est enseigné. Et puis par ailleurs, le piano, la batterie, l'accordéon sont aussi des instruments présents dans l'école. D'accord. Alors évidemment, avec le Covid, avec cette crise pandémique, là, vous avez eu des petits soucis. Oui, alors ça n'a... effectivement, la crise sanitaire n'a rien... ne nous a pas aidé spécialement à faire perdurer toutes les activités, mais elles sont quand même maintenues. Et puis, malgré tout, la mairie, qui en ce moment rencontre des difficultés pour soutenir financièrement l'école, a décidé quand même de maintenir toutes nos activités. Nous avons plusieurs pratiques collectives auxquelles nous tenons et donc on espère que cette difficulté financière sera surmontée en trouvant des solutions avec justement les collectivités voisines. À Bligny, le culturel marche bien. Donc avec l'harmonie bien présente et l'école de musique, nous essayons d'être... Merci Mathilde, je crois que tu vas interpréter un morceau avec une de tes élèves. Voilà, je suis en présence de Léa aujourd'hui qui a déjà un certain nombre d'années de flûte avec moi, et donc nous allons vous interpréter un petit morceau de musique klezmer qui est un peuple nomade d'Europe de l'Est. Ça va bouger. Voilà. Comme le vent qui nous entoure. Voilà. On t'écoute, on vous écoute. Patrick Serre qui va nous parler de la Saint-Sébastien. C'est à toi Patrick. Oui, merci Yannick. Effectivement, on va ici évoquer ces confréries de Saint-Sébastien qui ont fleuri à la fin du Moyen-Âge, début du XVIe siècle dans tout le royaume de France et même, je dirais, de façon plus générale en Europe. Au départ, on a des compagnies militaires d'archers
qui ont été effectivement très importantes au Moyen-Âge, puisqu'elles ont permis effectivement de faire l'appoint à l'hoste royal, c'est-à-dire à l'armée du roi de France. Ces compagnies d'archers et d'arbalétriers étaient des compagnies purement militaires. Elles seront d'ailleurs professionnalisées par le roi Charles VII, par une ordonnance de 1445, et c'est à la fin du Moyen-Âge qu'avec cette professionnalisation de ces milices bourgeoises, de ces milices communales d'archers, d'arbalétriers, puis plus tard d'arquebusiers, on appellera ces milices de gens de trait, qu'on aura une disparition progressive de l'aspect militaire au profit d'un aspect beaucoup plus confraternel, avec l'apparition des guildes et des confréries, qui, elles, vont avoir un rôle de sociabilité, un rôle dévotionnel de plus en plus affirmé dans la cité. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de saluer nos amis de la confrérie Saint-Sébastien de Bligny-sur-Ouche et qui vont vous raconter un peu l'histoire de cette confrérie et puis évidemment vous livrer, s'ils le veulent bien, les secrets de leur tenue et un peu ésotérique telle qu'on la voit aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Oui, donc pour compléter un peu ce que vous avez dit à propos de l'histoire de la confrérie, effectivement, au départ, c'était à la fois une compagnie d'archers et une confrérie qui s'est placée sous le patronage de Saint-Sébastien, patron des archers, qui était un martyr qui avait été condamné à être tué par ses propres archers. Par s'agitation, oui, exactement. Voilà, parce qu'il était chrétien. Et donc, la confrérie de Saint-Sébastien l'a pris comme patron. Il était aussi invoqué pour guérir de la peste qui a fait de nombreux ravages au Moyen-Âge. Et au XVIIe siècle, la confrérie a pris comme deuxième patron Saint-Roch, qui était aussi invoqué contre la peste. Et finalement, la confrérie a évolué. Au XIXe siècle, elle a été reconnue comme société de secours mutuel. Et en 1957, le blason de la confrérie, qui est un arc avec des flèches, a été choisi par la ville de Bligny-sur-Ouche pour être son blason. Donc, on va dire quelques mots de l'organisation et de l'action de la confrérie maintenant, Pascal. Oui. La confrérie de Saint-Sébastien est une association... Moi, je peux pas, je l'ai pas. Continue. Oui. Pardon. L'association donc est une association curitative chrétienne. Voilà. C'est tout simplement une association qui est gérée avec un président élu tous les 6 ans à une assemblée générale de Pentecôte. Et également, voilà, vous avez le bâtonnier. Le bâtonnier, lui, c'est la personne la plus importante de la confrérie, puisque c'est lui qui va aller à la rencontre des personnes nécessiteuses, des gens qui sont dans la misère, les personnes également qui ont des problèmes financiers mais aussi la maladie. Et la confrérie a aussi un troisième homme, il ne faut pas l'oublier, c'est monsieur le directeur. Monsieur le directeur, c'est le directeur spirituel de notre association, c'est le curé de la paroisse. Curé de la paroisse qui va nous aider à mieux gérer cette confrérie, à nous recaler bien souvent dans nos discussions et aussi à prendre des directives. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre tenue, du symbolisme de votre tenue? J'ai dit tout à l'heure qu'elle était un peu ésotérique. En réalité, c'était la tenue qu'on retrouvait dans toutes les confréries à partir finalement du XVIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je vais passer la parole à Jean Bazerolle qui a bien connu le départ de notre tenue à la confrérie. Merci. Il y avait une participation de l'ordre de la Saint-Sébastien qui venait de Soissons, qui participait à nos assemblées générales, à notre fête. Et ces gens-là avaient une tenue, mais à Bligny, il n'y en était pas question. C'est parce que certaines personnes de la confrérie ont été intronisées dans cet ordre qu'ils ont dû prendre une cape, comme cet ordre. Et donc de là, un jour, on a dit pourquoi que les bâtonniers ne seraient pas bénéficiaires d'une cape, de façon à ce qu'on les reconnaisse parmi l'Assemblée. Et donc, au fil des années, le bâtonnier de chaque année reçoit une cape, ce qui lui permet aussi de faire partie du conseil d'administration de cette confrérie,
Donc depuis, c'est la tradition. Chaque année, il y a un nouveau confrère qui reçoit une cape. Alors, et qui cape devient bâtonnier. Et chapeau. Et chapeau, mais ça n'a rien, c'est en plus. C'est parce D'accord. qu'il fait froid au mois de janvier et des fois le chapeau est nécessaire. Sur votre cape, vous avez une croix. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? À quoi fait-elle référence? Et vous avez par ailleurs sur la croix finalement une sentence, une devise, merci, avec la représentation évidemment des archers, c'est-à-dire l'arc et la flèche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à la fois sur la croix et sur la devise? Alors la devise, c'est faire fidèle devoir, que chacun essaie de respecter tout au long de sa vie. Et la croix, c'est la croix de Malte. Voilà. La croix de Malte des pèlerins et la charité. Voilà, ça représente tout ça. Et donc on est tous des pèlerins au sein de notre confrérie, mais au sein de notre paroisse. D'accord. Merci. Alors, on avait évidemment eu un symbolisme qui était emprunté aux ordres de chevalerie, puisque les chevaliers de Malte avaient sur leur propre cape, effectivement, la représentation de la croix de Malte. Et ça rappelle effectivement le sens de votre devise « Faire fidèle devoir », l'assistance aux plus pauvres, l'assistance aux plus fragiles, aux plus faibles. C'est ici, tout simplement, une valeur chevaleresque, et c'est ce qui explique pourquoi ces confréries ont été essentiellement mises sous le patronage de Saint-Sébastien pour les gens de Trait, mais également de Saint-Georges. Deux activités très spécifiques à Bligny. Donc je vais déjà demander à Monsieur David pourquoi il a créé son musée et comment il l'a fait. Eh bien, le musée, je l'ai créé, ça fait maintenant une vingtaine d'années, en 2002. L'an prochain, normalement, oui, on devrait fêter nos 20 ans d'existence. Alors, le musée, je l'ai créé pour rappeler un petit peu la vie d'autrefois, la vie qu'on trouvait dans le milieu rural. Alors, rappeler le temps de nos anciens artisans, menuisiers, forgerons, maréchal ferrant, enfin toutes ces professions qui n'existent presque plus aujourd'hui. Et puis, oui, ça a un petit trou là dans ma tête. Oui, alors il y a les écoles. Alors on a reconstitué une école du siècle dernier avec le bureau, les classes, les bancs. On a des tables qui datent des années 1850, tableaux 1900. On a reconstitué également l'intérieur d'une modeste ferme. On a également refait le métier du sabotier. Alors on fait toujours une démonstration à la machine, on explique comment on travaillait à la main. On a également le chanvre. Depuis une dizaine d'années, on a le chanvre. Et puis voilà, on explique la culture du chanvre, ce qu'on faisait à l'époque. Et puis ce qui est d'aujourd'hui. Eh bien, merci Henri. Donc c'est une activité très importante et n'oubliez pas que les bénévoles sont toujours les bienvenus au musée Papote. Et donc maintenant je vais passer la parole à Jean-François qui va nous parler de tous les trains qu'ils ont fait cette année, de toutes leurs activités particulières. Oui, eh bien, nous, le CFVO, le chemin de fer de la vallée de l'Ouche, eh bien, nous circulons donc tous les dimanches et jours de fête avec une locomotive vapeur. Et en semaine, du lundi au samedi, en juillet et août, avec une locomotive diesel. Le 14 juillet et le 15 août, nous faisons une journée spéciale vapeur. Nous circulons avec nos 3 locomotives vapeur. Et puis, voilà. Et je crois qu'en plus, vous allez faire des trains spéciaux, les trains pour Halloween, les trains de Noël, et peut-être transporter Monsieur Carnaval au mois de mars 2022. Je crois que c'est dans les cartons. Ah, tout à fait, c'est dans le carton. Alors, donc, le 31 octobre, nous allons donc faire un train spécial Halloween. J'ai eu, tout récemment, le 11 novembre, nous allons faire un train de la commémoration et avec des trains militaires.
Le 12 et le 19 décembre, nous allons faire le train de Noël. Et évidemment, au mois de mars prochain, nous allons faire Carnaval. Nous allons donc transporter de Bligny à mi-parcours les personnes et ramener Carnaval depuis Oucherotte jusqu'à Bligny et après la suite. Monsieur Carnaval se fera juger sur la place de Bligny. Voilà. Et je suis en compagnie de Daniel Dubuet, qui est président du Moto Rando de Bligny-sur-Ouche. Tout à fait. Bonjour Daniel. Bonjour Yannick. Alors, content de vous retrouver. Et puis, dites-nous un peu sur ce beau club de moto. De quoi il en retourne, quelle est les diversités, si vous en avez. Donc voilà, je vous donne la parole. Oui, écoutez, notre club de moto compte environ une cinquantaine d'adhérents. Nous proposons à nos adhérents des sorties pour motoroutières et nous avons également une section pour les motos enduro. Parce que dans notre belle vallée, il y a des beaux chemins à pratiquer, c'est un vrai plaisir. Et nous avons également une section quad. Voilà. Sinon, nous avons des sorties donc sur la journée. Et nous pouvons partir de 2 jours, c'est possible. Souvent, je cherche, parce que c'est moi qui m'occupe de la section enduro, je cherche des thèmes, on va voir des choses un peu spéciales dans la région pour donner de l'attrait à notre sortie, quoi. Pas seulement que de la moto, mais aussi trouver un endroit un peu sympathique. Il faut qu'il y ait de l'histoire, on essaie de trouver des choses à voir intéressantes. Sinon, nous avons des sorties, des sorties, oui, à thème, telles que la balade du Père Noël. Alors, c'est des sorties dans l'année qui sont bien précises, hein, qui correspondent donc la balade du Père Noël à la journée de Noël organisée à Bligny-sur-Ouche. Et nous avons également une hivernale. Alors c'est pareil, je vous parle pas de l'ambiance, en plein hiver. La dernière fois qu'on l'a fait, il y avait de la neige. Bah oui. Nous étions dans une petite cabane en train de manger un barbecue, c'est assez spécial. Ça laisse des traces dans les mémoires. Oui, surtout sur la neige aussi. Surtout sur la neige. Ouais, non mais voilà, on essaie de faire des choses comme ça. Cette année, nous allons participer au carnaval. Et puis voilà, quoi. Nous menons notre vie, mais tout ça dans une ambiance très sympa. Bon. Très bien. Merci Daniel d'être venu nous rejoindre et vous parler de ces mécaniques. Et puis maintenant, on va retrouver pour la 3e fois notre historien fétiche, Patrick Serre, qui va nous parler des moulins de Bligny-sur-Ouche. Oui, et chers amis, retour ici dans ce beau wagon, cette fois-ci numéro 2. Et je suis avec le maire de Bligny-sur-Ouche, Denis Miotte, pour évoquer un des patrimoines les plus emblématiques de son village, qui est effectivement le patrimoine des moulins hydrauliques. Alors, petit mot sur l'histoire de ces moulins à eau, qui ont préexisté, monsieur le maire, bien avant les moulins à vent. On a commencé dans l'histoire de l'humanité, si on remonte au temps préhistorique, par le concassage avec ce qu'on appelait les moulins à bras ou les moulins à sang, hein, ces manèges qui actionnaient la meule, pierre circulaire verticale qui venait écraser les grains de céréales sur une pierre, elle, circulaire horizontale, et le tout actionné par des chevaux, par des mulets, etc., ou malheureusement, durant l'Antiquité aussi, par des esclaves. Hein. Et on est passé de ce système de moulins à bras et à sang à cette époque de la fin de l'Antiquité, à des moulins hydrauliques, puisqu'on a utilisé tout simplement la dérivation de l'irrigation pour utiliser la force énergétique de l'eau qui permettrait d'actionner une roue qui elle-même actionnerait un axe sur lequel se trouvait la meule qui allait écraser les grains, soit des blés vêtus ou non vêtus, hein, que ce soit le froment, le seigle, l'orge, etc. Et on s'est retrouvé effectivement avec l'utilisation intensive en Europe continentale, et notamment en France, à partir du Xe siècle jusqu'au XIIIe siècle, de ce type de moulin qu'on a vu quasiment dans toutes les localités, aussi bien dans les grandes villes qu'à la campagne, comme ici à Bligny-sur-Ouche, profitant des rivières, comme ici l'Ouche, pour effectivement utiliser ce système. Alors, vous allez nous parler, monsieur le maire, de ce patrimoine moulin à eau qui, effectivement, est visible dès qu'on arrive finalement dans votre commune.
Oui, dès l'entrée de la commune, lorsqu'on vient de Beaune, on se rend compte qu'il y a eu une multitude de moulins. Donc, plus particulièrement, on en a eu 11 de moulins, mais ils n'ont pas tous fonctionné en même temps, puisque certains ont été démontés pour en reconstruire des autres. Donc, on a aujourd'hui encore 6 moulins. Et le plus emblématique, c'est celui quand vous arrivez de Beaune, qui est toujours très fleuri. Et c'est le moulin de la Planche, et nous on l'appelle le moulin Le Moine, qui était le nom des propriétaires de l'époque, enfin des derniers propriétaires. Et puis le dernier moulin qui a fonctionné, c'est le moulin Châtain, plus spécialement le moulin Papote, qui a fonctionné jusque dans les années 1990. Et aujourd'hui, il a été transformé en gîte et en chambre d'hôte. Oui, alors c'est remarquable parce qu'effectivement, il faut rappeler le moulin Le Moine, c'est certainement une survivance, peut-être, des noms des propriétaires du moulin, puisqu'au Moyen-Âge, qui était propriétaire des moulins à eau? C'était aussi bien les seigneurs que les institutions ecclésiastiques, les couvents, les monastères, les abbayes, et qui concédaient aux populations des villes et des campagnes le droit d'utiliser ces moulins. C'est ce qu'on appelait les moulins banaux, comme le four banal, c'était le droit de banalité. Deux associations différentes autour de moi, deux dames charmantes, avec un beau sourire chacune. Et alors je vais commencer par vous, Joëlle Flamand, qui êtes représentante des donneurs du sang de Bligny-sur-Ouche. Oui, je suis présidente de l'amicale des donneurs de sang de Bligny-sur-Ouche depuis 2017. Donc nous sommes une équipe de 14 personnes qui essayons de fédérer pour le don du sang. C'est pas évident, surtout à Bligny où on a une population vieillissante. On recherche beaucoup de jeunes donneurs pour pérenniser les dons. Et surtout en ce moment, on a beaucoup besoin de sang. Les poches de sang, il n'y en a pas beaucoup. Ah, d'accord. Donc c'est vraiment bien que vous veniez un petit peu motiver les troupes et je dirais les personnes locales pour justement revenir un peu donner. Tout à fait. Et notre prochaine collecte, c'est le 18 octobre, c'est lundi prochain. D'accord. Donc on espère beaucoup de monde, on vous attend. Vous faites des animations au travers du don du sang? Alors, habituellement, on fait un loto tous les ans, mais ça fait 2 ans qu'on a dû l'annuler à cause de la pandémie. Oui. Et on espère le refaire l'année prochaine au mois d'octobre. Autrement, on fait, quand il y a des animations locales, on participe, on fait un stand de promotion. D'accord, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Donc, donnez votre sang. Oui, voilà. Donnez votre sang, c'est important. Et le 18, octobre, de 15h30 à 19h à la salle des fêtes de Bligny-sur-Ouche. Voilà, si on ne savait pas quoi faire. Bientôt. Et même, gardez ça, notez ça pour venir le 18 octobre à la salle des fêtes de Bligny. Merci beaucoup. Merci beaucoup Joëlle. Alors, maintenant, près de Patricia Gonnet. Oui, bonjour. Bonjour madame, et merci d'être là. Merci à vous. Ouais, je vous en prie. Et vous allez nous parler de votre association Madi Kadabra. Oui, alors moi je représente l'association Madi Kadabra qui a été créée par ma fille suite au décès de sa fille et de notre petite fille Madi, suite à un neuroblastome. Et c'est en hommage à Madi. Et cette association a pour but de créer des souvenirs au travers de la photo. Donc, on a à peu près une dizaine de photographes professionnels qui ont répondu présents. Alors, en Bourgogne-Franche-Comté, en Bretagne, région parisienne et région Champagne-Ardenne. Pour l'instant, il y a 6 séances photos qui ont été créées pour les enfants, ce qui permet aux familles, parents et enfants de pouvoir créer des souvenirs. L'association a également pour but d'aider les familles au sein des hôpitaux, donc le CHU de Dijon ainsi que le Centre Leclerc et la pédiatrie à Beaune, où nous apportons des colis, des colis avec des trousses d'urgence, avec des jouets, des livres, enfin tout ce qui peut plaire aux enfants et tout ce dont les parents ont besoin, ainsi que le personnel médical. On n'oublie pas non plus que ce soit les médecins, les infirmières et l'administratif. On englobe tout. Voilà, c'est ça. Et on aide aussi, on lève des fonds pour la recherche contre le cancer pédiatrique. Donc là, pour l'instant, en février, il y a en projet une marche qui sera faite à l'Otro, au Poney Club de l'Otro, ainsi qu'une tombola qui suivra. Et l'argent récolté ira en partie pour la recherche contre le cancer pédiatrique. D'accord. Donc voilà pour les principales choses faites par rapport à l'association Madi Kadabra.
Et jusqu'à présent, tous les professionnels photographes qu'on a contactés ont tous répondu présent. Il y a un grand élan qui s'est créé. L'association a pris une ampleur qui nous fait plaisir. Oui et non, parce que malheureusement, ça veut dire que des enfants ne sont pas très bien. Oui, on essaye de s'occuper essentiellement des enfants atteints de maladies graves et en soins palliatifs. Parce qu'on s'est aperçu que bien souvent, c'est pas qu'ils étaient mis de côté, mais une fois qu'on est en soins palliatifs, voilà. Donc, on laisse un petit peu. Et puis, on continue à lever des fonds, à faire appel aux adhérents. Et on remercie, d'ailleurs, je tiens là à remercier tous les adhérents. On en a à peu près une 150. Ainsi que tous sur la région toute la France. Toute la France. Toute la France. Ça va vraiment du nord au sud et de l'ouest à l'est. Ainsi que tous les partenaires, donc que ce soit les magasins, les grandes surfaces, les pharmacies, les médecins, les orthodontistes, qui sont à nos côtés et qui nous aident aussi bien en nous fournissant des lots qu'en nous donnant des dons. Et voilà, merci à eux. Merci à tous nos bénévoles qui sont pour certains très actifs comme Ingrid. On envoie, je vois votre regard derrière la caméra. Donc c'est bien une belle équipe. Il faut ça. Il y a vraiment une belle équipe. Rappelez-nous le nom de l'association. C'est l'association Madi Kadabra, loi de 1901, créée par Émilie, la maman de Madi. D'accord. Qui est présidente d'ailleurs de l'association. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu pour porter la bonne parole pour cette association. Merci à vous, Joël aussi. Et puis là, maintenant, on va rejoindre Jean-Marie, je crois, pour sa présentation de l'harmonie. Voilà. Je suis avec Dominique, qui est présidente de l'association de l'harmonie, l'Union musicale, c'est ça. Alors, quel est le but de ton travail? Qu'est-ce que tu fais en tant que présidente? En tant que présidente? Pas beaucoup, pas grand-chose. Elle adore qu'on l'interviewe, alors. Oui, c'est ça. Non, voilà, l'association, donc on s'appelle l'Union musicale. Elle existe depuis très longtemps, depuis 1921. 1921 ? Oui. Mais alors le centenaire? On va y penser. Ce sera dans les projets. Alors. Voilà, c'est ça, certainement. Et puis voilà, on est un groupe de musiciens. On est une harmonie, c'est-à-dire qu'il y a des cuivres et des bois, ce qu'on appelle des bois, et puis de la percussion. Voilà, on anime certaines commémorations, on fait des concerts. Combien de musiciens? Alors cette année, nous sommes inscrits 22 et 25 quand certains musiciens qui ne viennent pas toujours à toutes les répétitions parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont loin ou très occupés. Enfin, voilà, donc 25. Et en plus, des renforts lorsqu'on a des concerts, des renforts qui sont des amis musiciens professionnels ou non de notre chef de musique, Véronique. Voilà. Bien, je vais voir avec Véronique. Décidément, la musique à Bligny-sur-Rouge, ça se dit au féminin. Mathilde, Dominique. En effet, si on le considère comme ça, oui, c'est. Alors, la chef, qu'est-ce qu'elle fait, la chef? Elle décide des morceaux, elle bat la mesure, avec une baguette. Entre autres, pas forcément. Non. Pas forcément. Ça, c'est au bon choix du chef. Non, la baguette, c'est encore une autre histoire. Hein. L'idée, c'est c'est de gérer le groupe, le collectif, et aussi bien musicalement que aussi d'apporter peut-être aussi un travail musical, un travail peut-être aussi des fois un peu plus sur l'énergie, la concentration. Enfin, un autre travail aussi un peu comme du coaching sportif. Et puis effectivement de proposer un programme musical avec des pièces qui se veulent depuis quand même cette année crise sanitaire, qui se veulent être dans un répertoire assez dynamique, assez enjoué, un répertoire d'animation. On s'est dit que c'était de peut-être plutôt travailler un répertoire festif pour essayer de sortir un petit peu de tout ce qu'on a vécu pendant 18 mois. Et puis donc c'est un petit peu les couleurs de ce qu'on aura. Et en tant que spectateur, moi je m'aperçois que les morceaux sont assez costauds par moment. Ah oui, alors on alterne. Alors on peut alterner. En fait, dans un programme, l'idée c'est d'équilibrer. Donc on peut avoir que des pièces difficiles. Donc effectivement, on peut avoir des pièces faciles ou un travail sur le son qui soit plus peut-être sur la musicalité. Et puis un travail sur certains morceaux qui va être très rythmique et qui va demander beaucoup de précision aux musiciens.
Voilà. Et beaucoup de travail, donc une répétition par semaine, pas plus? Oui, alors plus des temps aussi, enfin pendant quand on pouvait pas se voir en live, ben, on faisait aussi de la visio. Et peut-être que c'est des choses qu'on retravaillera, en tout cas pour retravailler par pupitre. Hein. Et donc du travail à la maison, certainement. Ah, du travail à la voilà. maison. Voilà. Voilà, bien. Et bien maintenant, à vous de jouer, Ben, si merci. j'ose dire. Maintenant, de nouveau dans le wagon 1 avec Stéphane Diaz, qui représente l'activité théâtre de Bligny-sur-Ouche. Bonjour Stéphane. Bonjour Yannick. Un beau sourire. on voit que là, on est avec les comédiens. Voilà. Et tu es comédien? Je suis comédien Stéphane. amateur. D'accord. Et je représente donc l'association Les Têtes Louches, qui a une section adulte et une section enfant. Bien. Une section adulte, donc on est 11 amateurs cette année. Et on prépare un nouveau spectacle qui s'intitule donc Elles le font. Voilà, c'est sur le thème les femmes et le cinéma. Et donc on prépare un nouveau spectacle pour début d'année 2022. On va essayer de respecter les délais. Adulte. Voilà. Et puis je vais vous parler aussi de l'association. Pareil, qui fait partie de l'association des Têtes Louches. Donc les marmots. L'association des Têtes Louches. Les Têtes Louches, oui. Comme louche. Comme louche, comme la rivière. Rien à voir avec les strabismes. Rien du tout. Et donc, voilà, cette année, on a 28 marmots qui travaillent donc, avec Francine sur... ils font des petits jeux ludiques autour de la diction, de la respiration, avant, en fait, de pouvoir prétendre à préparer un spectacle qui prévoit pour avril 2022. Donc c'est une représentation qui est proposée à leurs parents. Voilà, en premier lieu. Très bien. Voilà. Et les adultes, il y a aussi en 2022, donc ça fait un spectacle pour les jeunes et un spectacle pour les adultes. Exactement. Qui sera proposé à Bligny-sur-Ouche. À Bligny-sur-Ouche. Et puis nous, on s'exporte aussi sur d'autres villages. Donc sur la base, en fait, de les villages qui souhaitent nous accueillir gratuitement, on vient faire notre représentation pour un peu animer les différents villages. Très bien. Et on peut savoir quelles pièces vous préparez pour 2022 ? Pour 2022, donc elles le font. C'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est écrit par qui ? C'est écrit par Hervé Boire, notre président, metteur en scène et comédien. Ah, c'est local. C'est local. C'est écrit et 100% local. Exactement. Vous connaissez 100% Côte d'Or, mais là c'est 100% 100% local, 100% Bligny. Et donc c'est les femmes et le cinéma. J'en dis pas plus et j'espère que les gens... Oui, c'est bien, ça nous donne un peu de vision, ça nous donne envie. Voilà. Eh ben, c'est super. On vous retrouvera sur les planches. Eh ben, merci bien. L'année prochaine, avec grand plaisir. Eh ben, merci. Merci Stéphane d'être venu. Bonne continuation. Merci beaucoup. Alors maintenant, on est un peu dans la comédie, on est dans l'artistique. On va rejoindre Jean-Marie qui lui se
un des derniers plateaux. Voilà, c'est à Jean-Marie avec ses artistes. Merci, merci Stéphane. Je suis avec plusieurs artistes autour de moi. Régine Codwell, Nicolas Perruche et Michel Lepret. Alors Régine, elle est sculpteuse ou sculptrice ou sculpteur, sculptrice. Nicolas, ça tourne. Elle est sculptrice, donc je crois qu'elle travaille beaucoup sur le corps humain. Et en même temps, elle est professeure de Pilates. Donc je crois qu'il y a une petite relation entre les deux. Oui, il y a vraiment un fil conducteur dans toute ma vie, qui a été le corps, puisque j'ai même démarré esthéticienne au départ. Esthéticienne, oui. Voilà, esthéticienne, après j'ai modelé des corps, et puis maintenant je m'occupe du bien-être par le corps dans les cours de gym Pilates sur Bligny et les alentours. Donc je m'aperçois que dans les corps, il y a une certaine interprétation, c'est pas de l'académisme. L'improvisation. Oui. Alors oui, mon fil conducteur c'est le corps dans tout mon cheminement de vie, et c'est vrai que j'utilise les corps pour exprimer des choses. Donc là c'est vraiment, j'ai choisi une œuvre qui représente la Terre avec les problématiques climatiques. Oui. Actuellement, et je pensais donc le globe terrestre en bas, et j'ai vu par mes mains, en laissant faire, que c'était une jeune qui arrivait. Et ça, c'est vraiment cette confiance que je donne aux jeunes pour sauver la planète. Voilà, donc il y a la main qui devient la flèche, enfin voilà, je peux expliquer l'œuvre différemment, voilà. Et il y a quelques apports végétaux, c'est ça? Ah oui, tout à fait, c'est la femme ou la jeune femme qui fait partie d'un tout, quoi, de l'univers, de la femme, enfin de la terre et tout ça. Nicolas? Voilà, merci Régine. Merci. Nicolas Perruche, c'est notre écrivain du village. Voilà, c'est tout jeune écrivain. Ça fait longtemps que tu écris. Tu as commencé par de la poésie, je crois, non? Oui, j'ai commencé par de la poésie. Après, j'ai continué par de la nouvelle. Et puis, j'ai entamé après avec les romans. Donc, c'est un peu plus long. Mais voilà, j'arrive avec le dernier, en tout cas, en date. Alors, combien d'opus pour le moment? Pour l'instant, 2. 2 et puis on verra pour la suite, mais il est sorti il y a 3 semaines, donc on va laisser un petit peu de temps et puis après on verra. Et tu écris dans quel style? Plutôt du médiéval fantastique. Heroic fantasy alors. Plutôt voilà, heroic fantasy, ouais. et puis avec mon impresario qui n'est pas encore visible, mais on fait pas mal de salons. Du coup, voilà. Merci Nicolas. Michel? J'arrive. Alors avec Michel, faut prendre de la place. Faut prendre de la place. Il vient avec des œuvres. Ça c'est une aquarelle, ça... parce qu'il faut vous dire qu'il est multicarte. Il est à la fois peintre, musicien, comédien. Donc il va nous raconter tout ça en réduisant un petit peu le temps, parce qu'il est tellement bavard qu'on va. C'est vrai. Non, ça, c'est une aquarelle qui a du rapport... Michel, là-bas. Pardon? Voilà. Tiens, voilà. Toc, toc. C'est une aquarelle qui a rapport avec la Saint-Sébastien. C'est la descente de l'église. La descente de l'église après la messe qui a lieu là-haut le jour de la Saint-Sébastien. On redescend. On a tous la tenue des copains de la Saint-Sébastien, il y a le grand maître, il y a les bannières, il y a la statue, il y a tout le monde, et il y a toute l'harmonie. Voilà, ça c'était une aquarelle du truc. Et puis, il faut dire qu'il fait des tableaux aussi surréalistes. Oui, si on peut dire ça. Tu m'accuses souvent d'avoir copié Magritte. Non, c'est Magritte qui t'a copié. C'est Magritte qui m'a copié toute sa vie. Mais c'est vrai que dès qu'on met un chapeau sur un personnage dans un tableau, on vous dit « Ah, c'est du Magritte !» Eh ben non, celui-là, il n'y a pas de chapeau. Voilà. Allez, stop. Maintenant, la comédie. La comédie, c'est fini la comédie. Tu es comédien, tu as été comédien. Oui. Tu travaillais dans les théâtres nationaux. Les théâtres nationaux, J'ai joué, dans les TD, ça s'appelait CDN.
Centre Dramatique National. Et on voit que vous n'aviez pas de micro quand tu jouais. On n'avait pas de micro, il n'y avait pas besoin de brailler dans un micro. Alors, oui, non, j'ai débuté. C'est la chose positive que j'ai retirée de la guerre d'Algérie, dont j'avais pas envie de faire partie, mais on m'y a envoyé quand j'avais 20 ans. Et là-bas, j'ai connu des copains du conservatoire qui m'ont embarqué. Je jouais de la guitare comme toi et tout. Ah, ils m'ont embarqué dans des spectacles, ils m'ont foutu le virus et en rentrant, j'ai passé le concours de l'ENSAT, École nationale supérieure des arts et techniques théâtrales. Et 200 candidats, 8 places, et j'ai été pris sûrement par protection, je ne sais pas. Et puis après, j'ai débuté chez Jean-Louis Barrault à l'Odéon. Mais je vous parle de ça, c'est le début des années 60. Il faut réaliser que j'en ai 82. Voilà. Mais tu les fais pas. Je les fais pas, mais je les porte. Ils sont à l'intérieur. À l'intérieur, il faudrait réviser un peu. Il faut rafraîchir. Je te coupe parce que après on va avoir des problèmes de... De quoi? C'est fini, faut que je la boucle. Non, des fois ils me demandent, des anecdotes et tout. Il n'y a pas de problème, bravo. Et puis alors, effectivement, attends, je vais me mettre entre vous, moi. Allez, je voulais me mettre entre vous, je voulais vous rejoindre pour dire simplement, bravo, parce qu'en plus, de vos peintures, mais 82 ans, vous ne les faites pas. Il y a une erreur sur l'état civil, vraisemblablement. Ou alors, il y a des produits que vous avez que nous, on ne connaît pas, qu'on aimerait bien connaître. On en parlera un petit peu après. Okay. Et puis là, Jean-Marie qui fait sa chronique sur les artistes, on ne pouvait pas échapper à ce que... exactement, parce que là, on a un autre artiste dans le wagon. C'est Jean-Marie. Donc Jean-Marie, le mot de la fin artistique. Moi j'aime les artistes, alors j'essaye de faire un peu l'artiste aussi. Ah avec plaisir. Ah, allez, je crois bien qu'on est... Attends, on te laisse un petit peu de place. Heureusement que tu joues pas du piano. Le temps, tempête de temps, et que le bruit des consonnes, que le silence est blessant, que les fausses notes claironnent. Je m'en vais parler aux hirondelles pour leur dire mon besoin d'elles. Quand les voyelles ne sont plus dans la liste des zéphyrs, que les enfants sont battus et qu'on vole leur tirelire, je m'en vais parler aux hirondelles pour leur dire mon besoin d'elles. Quand les médisances cancanent, que les racontars me tuent, et que les méchants ricanent, qu'il me semble que tout pue, je m'en vais parler aux hirondelles pour leur dire mon besoin d'elles. Quand les couleurs ne créent plus de subtiles harmonies, quand ceux qui n'en peuvent plus s'en remettent à l'infamie, je m'en vais parler aux hirondelles pour leur dire mon besoin d'elles. Quand la nuit brune bascule, quand septembre devient sordide, avant le bon funambule et que le nid ne se vide, je m'en vais parler aux hirondelles et leur demander des ailes. Et leur demander des ailes. Merci.
Donc, voici dans le wagon de tête. Hein. Il y a le wagon de queue, mais il y a le wagon de tête. Et là, on se retrouve avec monsieur le maire et ses administrés pour nous donner le mot de la fin, faire une conclusion à chacun, à chacune de ce merveilleux et sympathique journal 10h30 à Bligny. Voilà, c'est ça. Donc on a eu quand même quelques petites difficultés pour l'organisation de ce premier direct, mais bon, on s'est improvisé. Alors moi, je voudrais remercier tous les bénévoles de l'association TV Auxois qui ont fait un gros travail. Et c'est vrai que quand on est acteur du direct, on ne voit pas les choses de la même façon. Ça représente beaucoup de travail. Merci. Ouais. Et pour conclure, moi, simplement, ce que je voudrais, c'est remercier alors tous les artisans, tous les commerçants de notre village, tous les membres des associations, parce que c'est quand même eux l'épine dorsale de la vie de notre village. Et aussi la bonne humeur qu'il y a dans notre village, pour redire encore une fois village, oui, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Et comme dit souvent notre conseiller départemental, Bligny-sur-Ouche, c'est un havre de paix. Donc je terminerai là-dessus. Merci. Merci Denis. Eh bien, on conclut ce direct que vous voyez en différé, parce qu'avec des ennuis techniques que nous avons pu avoir, le vent nous a un peu donné de la difficulté. Mais donc, avec plaisir, on vous retrouvera pour notre prochain direct 10h30 et qu'on espère cette fois-ci, en vrai direct et sans problème technique. Mais comme on le dit, c'est les aléas du direct. Voilà. Bon dimanche à tous et au plaisir de vous retrouver nombreux devant votre petit écran. Au revoir. Au revoir. Merci.